Monsieur le Président, nous sommes à l'aube de l'année 2019. Quels sont vos vœux à l'endroit des militants du MPR et des Maliens? Chères militantes et militants du mouvement patriotique pour le renouveau, chers compatriotes, Maliennes et Maliens, jeunes et moins jeunes, femmes, des villages, des campagnes et des villes, je voudrais, à l'orée de l'année 2019, vous présenter mes vœux de bonheur et de prospérité. Que l'année 2019 soit une année de paix. Que l'année 2019 voit vos rêves de paix commencer à se réaliser. Je voudrais saisir cette occasion pour m'incliner devant la mémoire de tous les Maliens victimes de la violence, victimes de la guerre, victimes du terrorisme, civils et militaires. Je voudrais avoir une pensée pieuse, particulièrement pour les populations du centre et du nord qui continuent de tomber tous les jours. Je voudrais avoir aussi une pensée pieuse pour les agents des forces armées de sécurité qui tombent tous les jours. Mesdames et messieurs, chers militants et sympathisants du MPR, chers concitoyens, je voudrais vous dire que le MPR, pendant toute l'année 2018, s'est battu pour le retour de la paix au Mali. S'est battu et continue de se battre pour que notre pays recouvre son intégrité territoriale, sa souveraineté, son indépendance, qui sont mises à mal. Nous avons passé l'année 2018 et nous continuerons à nous battre pour que la paix s'instaure encore dans les cœurs et dans les esprits entre les Maliens des villes et des campagnes. Je pense particulièrement aux Maliens qui sont obligés d'être réfugiés à l'extérieur, réfugiés à l'intérieur du pays, chassés de leur localité par la violence, et leur dire qu'il ne faut pas perdre espoir. Notre peuple, le peuple malien, notre pays, le Mali, a trébuché, mais il se relèvera. J'ai toujours dit que la direction d'un pays a l'entière responsabilité de la paix et de la sécurité de ses citoyens. Tout gouvernement qui n'arrive pas à assurer la sécurité des personnes et des biens est un gouvernement qui n'est pas légitime, quelle que soit la façon dont il s'empare du pouvoir. Le premier élément de légitimation d'un pouvoir, c'est sa capacité à sécuriser ses citoyens et leurs biens. Au Mali, malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais je vous demande de ne pas perdre espoir. Je voudrais penser particulièrement à ceux qui sont malades, les blessés de guerre, les citoyens qui sont malades dans les hôpitaux, les handicapés qui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Je voudrais saluer et penser à la jeunesse malienne à laquelle on continue de vendre des illusions, qu'on continue d'acheter. Il faut qu'elle reprenne espoir, qu'elle compte d'abord sur elle-même. Je souhaite que 2019 soit une année de paix, une année de prospérité, une année de bonheur pour l'ensemble des Maliens. Le président et le Premier ministre viennent de célébrer les 100 jours du deuxième mandat de Ibeka. En plus, le président Ibeka vient de présenter ses vœux du nouvel an 2019 aux Maliens. Quels commentaires faites-vous sur ces deux événements? Vous savez, lorsque j'ai écouté et réécouté les discours des deux personnalités dont vous venez de parler, que je respecte beaucoup par ailleurs, j'ai eu l'impression de ne pas être au Mali. J'ai eu l'impression d'avoir en face des dirigeants qui parlent d'un autre pays. J'ai eu le sentiment qu'ils pensent qu'ils sont dans un pays normal.
Vous savez, un pays, lorsqu'il n'est pas en paix, lorsque ces populations craignent pour leur vie tous les jours, lorsque les populations sont obligées d'être déplacées, je pense particulièrement aux populations de la région de Mopti, où des villages entiers sont rasés tous les jours, des citoyens tombent tous les jours, des militaires tombent tous les jours. Je pense aux populations de Gao, que le chef du gouvernement est allé injurier, menacer le 2 décembre, parce que simplement ces populations ont refusé d'accepter l'inacceptable. La programmation de la partition du Mali à travers le fameux découpage territorial. Lorsque je pense aux populations de Menaka, qui sont assassinées tous les jours, lorsque je pense aux populations de Kidal, qui ne peuvent pas encore envoyer leurs enfants à l'école, lorsque je pense à nos militaires qui tombent tous les jours, quand ce n'est pas sous des mines, c'est sous les balles des terroristes, des ennemis du Mali. Lorsque dans les villes, les braquages, les vols à main armée se multiplient tous les jours, lorsqu'à 200 km de Bamako à Banamba, les terroristes sèment la terreur, ils dictent leurs lois. Lorsqu'un pays est dans une situation comme ça, et que les deux têtes de l'exécutif se retrouvent pour s'auto-congratuler, pour se féliciter, je suis inquiet pour le Mali. Lorsqu'après les élections de 2018, notre pays est profondément divisé et que la tête de l'exécutif dit que c'est une crise virtuelle qu'on veut leur imposer. Et le lendemain, il dit qu'il tend la main aux uns aux autres. Lorsque je vois le chef du gouvernement qui, au lieu de faire le bilan des 100 jours, vient dérouler une sorte de déclaration de politique générale qu'il aurait dû faire devant les députés avant le 31 décembre. Parce que pour moi, après le 31 décembre, c'est des usurpateurs, il n'y a pas de députés. Au lieu de faire une déclaration de politique générale devant les députés, comme la loi le lui impose, depuis qu'il a été investi, il vient le dérouler devant le président pour nous parler des projets jusqu'en 2030 et ce qu'ils vont faire en 2019, qui sont encore des promesses de campagne, exactement comme au début de la campagne. Lorsque je vois le président qui parle de la restauration de l'intégrité du territoire, de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, sachant bien que ni lui, ni le chef du gouvernement, ni aucun membre du gouvernement ne peut aller à Kidal sans l'autorisation des mouvements rebelles. Lorsque il sait que 2 jours avant, les soldats qui sont recrutés au titre du MOC à Kidal, un qui a essayé de sortir pour aller au marché, on l'a assassiné, parce qu'il ne peut pas sortir d'un enclos qu'on leur a réservé. Lorsque on voit que le lendemain, un village entier de la région de Mopti a été rasé, que des milliers et des milliers de citoyens de Mopti sont dans la banlieue de Bamako, sont à l'extérieur, que les camps de réfugiés sont en train de se remplir de populations qui viennent du centre. Lorsqu'on a tout ça, le pays est divisé. Vous avez une crise financière, la dette intérieure de près de 1000 milliards, la dette extérieure près de 2000 milliards. Vous partez au marché, toutes les boutiques sont fermées. Personne ne peut vivre du fruit de son travail. La misère se généralise. Le pays est bloqué. Lorsque vous avez tout ça, et que les déchets de l'exécutif se retrouvent pour faire de nouvelles promesses, pour s'auto-congratuler, moi je suis inquiet. Je suis très très inquiet. Et c'est pour cela que je redis encore aux Maliens, ne perdez pas espoir. Les fausses promesses, comme celui du genre qu'il y aura une constitution qui va être adoptée en mars, des élections de députés en juin, des élections locales en juillet-août, des élections sénatoriales en octobre-novembre, alors que le pays est dans une crise profonde. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de consensus. Le minimum de consensus national n'existe pas. Moi, je suis inquiet. Et lorsque le chef du gouvernement dit que la nouvelle constitution a fait l'objet de concertation, je suis inquiet. Parce que cette constitution, telle qu'ils veulent la proposer, elle est faite uniquement pour donner satisfaction
aux mouvements rebelles et aux puissances qui programment la partition de notre pays. Ce n'est pas parce qu'on veut prendre les besoins des Maliens en charge. Ce n'est pas ça qui explique l'urgence. L'urgence s'explique par le fait qu'il faut intégrer dans la Constitution des éléments qui donnent satisfaction à ceux qui veulent diviser le Mali. Lorsqu'on a mis une loi d'entente nationale, où on veut amnistier sans qu'ils ne demandent pardon, sans qu'il y ait justice, des criminels qui ont assassiné, violé, traumatisé les populations du Nord, sur simple présentation devant un maire, sachant que les maires ont été changés dans beaucoup de localités par ceux qu'ils appellent les autorités intérimaires, désignés et recommandés par les rebelles. Je suis inquiet pour notre pays. Et je demande instamment à ceux qui se trouvent au sommet de l'État, par les voies que vous connaissez tous, je ne reviendrai pas là-dessus, de faire attention, de se dire qu'il ne suffit pas d'avoir la force armée pour mater les citoyens, d'avoir la reconnaissance de la communauté internationale, d'avoir l'argent de l'État pour se permettre tout et oublier le quotidien de Mali. Il faut aujourd'hui que les uns et les autres redescendent sur terre, regardent la réalité en face, regardent les difficultés en face, en prennent conscience et connaissance, et ne pas se limiter aux rapports qui sont envoyés ici et là, qui ne décrivent pas la réalité de la situation. Et en ce moment, une fois qu'on a regardé la réalité en face, qu'on les reconnaît, les fils du Mali se retrouvent pour parler d'une seule voix, pour faire face à l'adversité, pour faire face à la situation nationale et internationale, sécuritaire, qui malheureusement n'est pas favorable à notre pays aujourd'hui. Parce que le Mali est un pays sous tutelle, sans un sursaut national, une cohésion à toute épreuve, autour des personnes investies de la légitimité populaire, ou reconnues comme telles. Les dangers qui guettent le Mali nous menacent tous. Et donc nous devons nous donner la main pour redresser le Mali, pour faire face à l'adversité et faire face aux ennemis de notre pays, dont le souci, je continue de le croire, le principal souci, c'est de monter des stratagèmes pour nous diviser et casser notre pays, qu'à Dieu ne plaise. Voilà ce que je dirais aux populations du Nord, du Centre, de partout au Mali. Voilà ce que je voudrais dire à la jeunesse et aux militants et militants du MPR. Mobilisez-vous, résistez jusqu'à ce que le peuple malien retrouve la voie de son indépendance, de sa souveraineté et de sa personnalité en tant qu'État souverain.